Avec le regard de l'avocate Aurore Boyard. Bonjour Aurore. Allô, allô. Bonjour à tous et toutes. Avec le regard de Véronique Langlais, présidente du syndicat de la boucherie de Paris. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Alors, on va commencer par plusieurs sujets que vous vouliez évoquer cette semaine, Aurore. Notamment cette étude, cette double étude sérieuse, vous allez le développer, menée aux États-Unis et en France par des professeurs d'une école de commerce. Plus on est narcissique, plus on consomme du vin. Alors là... Oui, ça m'a fait rire et je trouvais que c'était intéressant. Donc du coup, quand j'ai vu cette information, je suis allée un petit peu plus loin et je suis allée rechercher. Alors en fait, ils ont non seulement fait une recherche sur les personnes qui boivent du vin et notamment du vin rouge, mais à côté, il y avait un questionnaire aussi. C'est ça, il faut quand même un peu lier les deux. C'est pas uniquement parce qu'on boit du vin qu'on est narcissique, mais c'est parce qu'il y avait un questionnaire à côté dans lequel en fait, ils demandaient aux gens un peu ce qu'ils pensaient. Alors il y en a qui disent j'ai tendance à attendre des faveurs spéciales des autres, ou j'ai tendance à rechercher le prestige ou la reconnaissance sociale, et du coup ils leur ont demandé leurs habitudes de consommation de vin, et en reliant en fait ce questionnaire avec les habitudes de consommation de vin, qui se sont aperçus sur l'échantillon de personnes qu'elles présentaient des traits de personnalité narcissiques, que le vin était apparemment pour elles un moyen d'améliorer leur image, et que plus elles en consommaient en quantité importante. En fait, le vin, alors c'est peut-être parce que le vin désinhibe, c'est peut-être parce que c'est des personnes qui ont besoin d'être un peu désinhibées pour se sentir mieux, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, sur le coup, ça m'a fait un petit peu bondir. Et puis j'ai trouvé que c'était très amusant et intéressant. Alors bon, faut quand même dire que les échantillons sont faits sur à peu près 300 personnes. Alors donc, en France et aux États-Unis, en fait, en France et aux États-Unis, une double étude. Tout à fait. Oui. Donc j'ai trouvé que c'était amusant. Oui. Alors, ce qui est drôle, c'est que pour revenir à l'étude française, en tout cas, où il paraît qu'on consomme par habitant et par an 3 fois plus de vin qu'aux États-Unis, cette étude dit que ceux qui se disent experts en vin sont plus souvent, je pense que ça va pas forcément vous étonner d'ailleurs, mesdames, vous allez me le dire, de sexe masculin, plus instruit et plus riche aussi. Hein? Eh bien si, ça surprend. Ah bon, ça surprend? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, on a des meilleurs sommelières du monde aussi. Et puis, ce que je voulais dire pour rebondir par rapport à la consommation de vin en France par rapport aux États-Unis, il faut quand même dire que la France est une terre de vin également, qu'on a quand même les plus beaux, sans présomption, les plus beaux territoires vinicoles du monde, et que ça fait partie de notre patrimoine culinaire et de notre culture. Donc ça, on peut le concevoir. Et que maintenant, ce soit effectivement un rapport avec le narcissisme, on peut se dire aussi que par rapport aux Américains, tout ce qui est en rapport avec la France, c'est le prestige, c'est la culture, on aime parler français, on aime encore boire aujourd'hui, les vous bons pensez vins. Encore aujourd'hui, Véronique, absolument. J'ai beaucoup voyagé aux États-Unis et effectivement, quand vous dites, notamment dans des grandes villes comme New York, que vous êtes français, il y a la culture de l'élitisme. Donc, cette étude ne me bouleverse pas, mais j'en prends bonne note. C'est ça, Aurore Boyard. Oui, non, c'est vrai, je pense qu'il y a quand même encore un prestige français, d'ailleurs pas qu'aux États-Unis, certainement, parce que bon, comme ils vivent pas en France, il y a toujours un peu cette espèce de fantasme qui est là, mais tant mieux pour nous, comme aussi ils disent que les femmes françaises sont les plus élégantes au monde, on garde tout ça, c'est quand même très positif pour nous. Non, mais c'est vrai. On peut jeter des fleurs de temps en temps. Voilà. Mais ça m'étonne pas en fait qu'ils aient fait le lien entre vin et narcissisme finalement quand on y réfléchit bien, parce qu'effectivement, il y a des vins qui peuvent coûter extrêmement cher. Oui, c'est ça. Ça dépend de l'étiquette. Aussi. Bien sûr. C'est quelque part aussi une représentation sociale pour les personnes qui connaissent le vin. Et effectivement, on a de grandes sommelières, mais ça reste quand même des métiers qui sont assez masculins, je dirais, au niveau de l'œnologie, même si ça commence à changer comme d'autres métiers. Voilà. Mais alors, et pour rebondir, est-ce qu'ils ont du cœur? Voilà, ils sont narcissiques, mais est-ce qu'ils ont du cœur? Ah, ça c'est une autre question. Mais ce que je voulais dire avant je voulais rebondir aussi sur le fait que les Chinois, on aurait pu faire cette étude en Chine, parce que les Chinois sont devenus de gros consommateurs, et on le voit aussi qu'il y a une corrélation entre l'argent et le narcissisme, et la Chine qui achète de plus en plus de vins prestigieux français.
Incroyable ça. Et juste pour terminer sur l'étude américaine, quand même, il disait aussi que voilà, Narcissique, ok, quitte à pas du tout aimer ce breuvage, hein, c'est étonnant quand même, et à se forcer, mais on brille en société. Hein. Alors un autre sujet qui a retenu votre attention cette semaine. Alors Véronique Langlais, bon, voilà, tiens, on parle du vin, et on va parler du cœur cardiaque. Oui, et on est toujours dans le cocorico, dans le Made in France, et c'est un sujet qui m'a beaucoup plu et qui m'a fait vraiment plaisir parce que c'est très important. Je voulais vous parler de Carmat, qui est une entreprise française qui a été créée en 2008, qui est spécialiste dans le développement du cœur artificiel total. Et en fait, elle a vendu son premier cœur en Italie la semaine dernière. L'implantation a été réalisée par l'équipe du docteur Ciro Mariello, qui est un chirurgien italien, qui est chirurgien cardiaque au centre hospitalier de Naples. C'est l'un quand même des centres les plus spécialisés au monde. Ça a quand même été une étape majeure par rapport à la première vente du premier cœur artificiel au monde, et ils ont pu le vendre parce qu'ils ont eu l'agrément en décembre 2020, si je ne m'abuse, parce qu'ils ont eu la marque CE, et ça a pu favoriser donc cette vente qui est quand même une invention majeure. Bon, faut dire également que la semaine dernière, ils ont également vendu un cœur le 15 aux États-Unis pour une étude clinique pour transplanter à peu près une dizaine de personnes. Alors, ils cherchent encore les 10 personnes, mais ils ne sont pas désespérés. Donc, en fait, ce cœur a été créé pour être le lien entre les personnes qui sont en fragilité cardiaque et qui attendent une transplantation. Parce qu'on le sait, parfois, les attentes sont longues et on peut mourir de ces attentes. Bien sûr. Donc, c'est quand même une belle avancée. Une belle invention et une belle avancée. Oui. Aurore Boyard. Oui, alors c'est une belle avancée effectivement parce que ça va permettre aux patients de pouvoir attendre plus longtemps un cœur avant d'être transplanté. Après moi, ce à quoi je me suis intéressée, parce que vous connaissez un petit peu mon côté empathe, la question que je me suis posée, c'est les émotions. Voilà, c'est un cœur artificiel quand même, et la question qu'on peut se poser, c'est si ce cœur artificiel va transmettre des émotions. Parce qu'apparemment, il semblerait que le cœur peut inhiber ou activer certaines parties de notre cerveau. Le lien entre le cœur et le cerveau ne sont pas encore connus. De toute façon, en médecine, on ne connaît pas tout. Et donc, je lisais que donc, le cœur peut inhiber ou activer certaines parts de notre cerveau en fonction des circonstances. Et il semblerait que le cœur pourrait influencer notre perception de la réalité, nos réactions et nos façons de penser. Alors, ma question est la suivante. À partir du moment où on transplante un cœur qui est artificiel, donc c'est plutôt mécanique, un cœur artificiel. C'est momentané, Aurore. C'est juste en attente. Non, mais c'est peut-être momentané, mais de toute façon, dans le futur, ça ne sera peut-être plus. On le sait, puisque de toute façon, on va développer. Oui, parce que je suis désolée, aujourd'hui, il y a des hanches artificielles. On nous implante dans le corps humain beaucoup de choses. Le cœur étant encore quelque part, comme le cerveau aussi, hébergerait nos émotions. Donc, pour l'avenir, ça va être intéressant, je pense, à faire une étude là-dessus et à regarder. Moi, je suis très intéressée parce que je suis un petit peu inquiète. Alors, inquiète, oui ou non, parce qu'il y a des gens qui ont des émotions négatives, il y en a d'autres qui ont des émotions positives. Oui, d'accord, il faut faire une sélection des émotions. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça les questions que je me pose. Jusqu'où va-t-on aller en fait? Est-ce qu'on va jouer sur les émotions aussi, ou est-ce que quelqu'un qui aura un cœur artificiel n'aura plus d'émotions, ou aura moins d'émotions? D'ailleurs, pour les organes, pour les transplantations d'organes, il y a des transplantés qui disent avoir des sensations différentes par rapport à ce qu'ils étaient avant. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est psychologique, mais ça existe. De toute façon, moi, j'ai vraiment l'impression ça a d'ailleurs été l'objet d'un livre. Pardon ? Ça fait l'objet d'un livre également, des personnes qui ont été transplantées, notamment cette actrice dont j'ai oublié le nom, qui a écrit un livre suite à une transplantation et qui disait qu'elle avait des souvenirs, apparemment, qui étaient des souvenirs qui ne venaient pas d'elle. Alors, il y a des médecins qui disent que c'est absolument pas possible. Mais voilà, c'est vrai que de toute façon, on ne connaît pas tout sur le corps humain, on ne connaît pas tout sur le cerveau, on ne connaît peut-être pas tout sur le cœur non plus. Donc, ça laisse le champ des possibles. Donc, c'est encore à expérimenter. Grand mystère. Oui. De toute façon, là, on vit vraiment des périodes, je trouve, vraiment de mutation, de transition, pour prendre le mot. Charnière, vraiment. La science-fiction est déjà là, en œuvre, ici et maintenant. Mais
Merci pour vos éclairages. Avec plaisir. À toutes deux, Véronique Langlais et Aurore Boyard. Et on se retrouve samedi prochain. Merci beaucoup. Allez, merci. À bientôt. Belle journée. Allez.